Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Un succès pour les démocrates, un revers pour Donald Trump. Aux États-Unis, les élections locales de ce mardi 4 novembre ont bouleversé la carte politique. À New York, Zoran Mamdani, un jeune démocrate socialiste de 34 ans, a remporté la mairie. Il devient ainsi le premier maire musulman de New York et l'un des plus jeunes de l'histoire de la ville. Ce résultat s'inscrit dans une tendance plus large. Les démocrates ont remporté le siège de gouverneur dans l'État du New Jersey et dans celui de Virginie, gouverneur avec un E car ce sont 2 femmes qui ont été élues. Et enfin en Californie, les électeurs ont approuvé une mesure de redécoupage électoral destinée à renforcer la représentation démocrate lors des prochaines élections. Alors, Alain, Jean-Marie, ça y est, est-ce que les démocrates relèvent la tête face à Donald Trump, voire remontent la pente ? Mais à première vue, c'est le réflexe qu'on peut avoir de dire en effet il relève la tête et que c'est peut-être le début, sinon d'une reconquête, en tout cas d'un redressement. Il faut savoir que toute la vie politique américaine va être tournée déjà sur les élections de mi-mandat, c'est-à-dire dans un an. L'épisode qui vient d'advenir est au fond une sorte d'avant-goût ou de répétition avant ce qui pourrait se passer aux élections de midterms. Et selon les mots de responsables républicains eux-mêmes, notamment de gens qui sont vraiment bien impliqués dans la vie politique, le résultat, c'est un désastre pour les républicains. Un désastre parce que partout où ils se sont présentés, ils ont été battus par des démocrates et que ces démocrates ont engrangé de forts succès, c'est-à-dire avec des marges suffisamment confortables. Alors il y a les postes que vous avez évoqués, 2 postes de gouverneur, il y a la ville de New York, mais il y a aussi une quantité de petits cantons, de petits comtés, de postes divers et variés, parce que beaucoup de postes sont soumis à élection aux États-Unis, qui font qu'un virage démocrate a été pris. Alors cela dit, ça n'est qu'un début, si j'ose dire, parce que le Parti démocrate reste quand même dans une situation compliquée parce qu'il est encore sur la fin de l'ère Biden. Et donc on peut considérer d'ailleurs que les élections qui viennent d'avoir lieu sont un point final à l'ère Biden. Et donc il faut reconstruire avec un projet, il faut reconstruire avec de nouvelles équipes, avec de nouveaux leaders, avec de nouvelles incarnations. Donc tout cela, nous n'en sommes qu'au début du chemin, même si la personnalité de celui qui a été élu maire de New York fait un peu écran, parce que c'est évidemment l'aile gauche du Parti démocrate, fait un peu écran parce qu'elle va polariser l'ensemble des commentaires, mais en fait, le travail de reconstruction reste à faire pour le Parti démocrate. Oui, justement, quel message politique symbolise l'élection de Zoran Mamdani ? Vous le disiez, Jean-Marie Colombani, c'est l'aile socialiste, il est affilié aux socialistes démocrates d'Amérique, donc cette frange très à gauche du Parti démocrate qui est celle de Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortez, Alain Frachon. Quel message politique général retiré de ces élections ? Un qui est primordial aux États-Unis. Toute politique est locale. C'est très très difficile de tirer une leçon nationale de ce type d'élection. En principe, c'est de bon augure, comme on l'a dit, pour les élections législatives de la mi-mandat, dans un an, où on renouvelle l'ensemble de la Chambre des représentants. Mais il est de tradition que le parti qui n'est pas à la Maison-Blanche gagne les élections primaires à la Chambre. Autrement dit, c'est le bon augure, mais ça se situe dans une cartographie, dans une tradition électorale assez classique. Ensuite, le deuxième message, je dirais, toute politique est locale. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la Virginie, c'est un monde politique à part, assez riche, assez aisé, oscillant de temps à autre entre le Parti républicain démodéré, le Parti démocrate démodéré. Le New Jersey, c'est un peu différent. Le New Jersey, c'est en bordure de New York. C'est un État extrêmement dynamique qui a raflé beaucoup d'emplois à la cité de New York, à Wall Street déjà. Et c'est un État à la fois plus composite, beaucoup plus composite que la Virginie. Et la victoire, là, en Virginie de la gouverneure... Mikey Sherrill. Sherrill, voilà. Alors, jamais New York ne donne une leçon électorale nationale. New York est un microcosme politique, c'est un monde à part des États-Unis. Depuis Franklin Roosevelt,
aucun New-Yorkais n'a été élu à la Maison-Blanche. Et c'est pas demain que ça va arriver. Et donc, si vous voulez, entre ces 3 victoires-là, il faut regarder où elles se passent, il faut les relocaliser pour essayer de tirer une leçon nationale. Vous pouvez dire, au fond, ce sont les centristes qui gagnent. Ce sont les centristes en Virginie et en New Jersey. Et pas n'importe lequel centriste. Parce que ces 2 femmes ont une caractéristique commune. Elles sont jeunes, elles ont moins de 50 ans, l'une et l'autre. Elles ont été toutes les 2 dans l'establishment sécuritaire. Une est une ancienne officier de la CIA et l'autre est une ancienne pilote d'hélicoptère de guerre de l'armée américaine. S'il y a une représentation de la classe moyenne, celle qui doit en principe revoter à nouveau pour le Parti démocrate, c'est plutôt elle que New York. Mettez New York à part. New York est une tradition démocrate. Il n'y a pas de républicain maire de New York, ça n'existe pas. Mais la nouveauté, c'est que c'est un musulman. En général, on est ou catholique italien, la Guardia, ou bien souvent appartenant à la communauté juive d'Europe centrale. Donc vous avez plusieurs noms communs, Ed Koch et d'autres, Mike Bloomberg, etc. Bon, New York, c'est très spécial. Je dirais que c'était aussi spécial du fait de la division du Parti démocrate. Puisque, au fond, il y a eu des primaires en juin et le Parti démocrate s'est divisé. Donc, si vous voulez, je serais prudent avant de tirer des leçons nationales, fédérales, de ces 3 scrutins et aussi de tous les petits scrutins de comté, de fonctions électorales qui ont été tous favorables au Parti démocrate. J'ajouterais une seule chose. Les 3 élections ont eu un thème commun. L'économie. L'économie va pas bien. L'inflation est toujours là, et elle est là où ça fait mal, ce qu'ils appellent l'épicerie, c'est-à-dire au supermarché, tout ce qu'on achète pour le petit déjeuner. Le logement va pas bien, c'est cher, c'est de plus en plus cher. L'emploi s'est un peu dégradé. On doit tourner autour de 5 ou 6% par rapport aux 4,3% du temps de Joe Biden. Enfin, on a perdu 1 point de croissance, sinon 1 point de croissance et demi depuis l'ère Joe Biden. Donc sur ces 3 indicateurs, vous avez ce thème commun qui l'a emporté, c'est que l'économie, les Américains portent un jugement sévère sur la première année de Donald Trump au pouvoir. Alors on vous dira, Wall Street va bien. Mais même là, les économistes disent attention, Wall Street va bien uniquement à cause de la bulle spéculative sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est aussi assez dangereux, c'est pas forcément un très bon signe non plus. Dans le même esprit d'examen du contexte, il faut rappeler que les sondages d'opinion, de popularité, sont très bas pour Donald Trump. Et qu'il est parmi les présidents celui qui, après 1 an de mandat, a le plus faible taux de soutien. Donc ça compte aussi parce que ça signifie que le jugement globalement des Américains s'est fortement dégradé. Alors qu'il était très majoritaire, il est devenu très minoritaire. Après, pour revenir d'un mot sur l'élection de New York, il y a 2 interprétations courantes. La première consiste à dire c'est le début du redressement. C'est un vote anti-Trump et c'est le signe que, au moins dans certaines couches de la société, il commence à y avoir des manifestations de résistance, de révolte. Et donc la première révolte aux États-Unis, ça passe évidemment par le bulletin de vote. L'autre réaction consiste au contraire à dire c'est exactement le type d'élu qui convenait à Trump. C'est-à-dire, comme c'est un radical, Trump aspire à cette radicalité parce qu'il est à l'aise dans l'affrontement qu'il suscite aussi souvent que possible d'un radical contre un autre. Et donc, au fond, c'est pas une si mauvaise affaire pour Trump que d'avoir ce vis-à-vis sur lequel il va pouvoir cogner et s'exercer comme il aime le faire, c'est-à-dire sans nuance. La cote de popularité de Donald Trump, effectivement, s'établit. Alors, il y a différents sondages et différents types de mesures, mais peu ou prou autour de 35-40% maximum, ce qui est faible. Ce qui est très faible. Et c'est ce que j'allais vous demander. J'entendais bien, Alain Frachon, qu'il n'y avait pas vraiment de dénominateur commun entre ces différentes élections de démocrates sur différents territoires, hormis peut-être qu'ils sont contre Trump. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une mobilisation anti-Trump, un début de mobilisation des Américains, ce qu'on semblait que peu voir ces derniers mois? Est-ce que ça peut être ça qui a fédéré aussi? Ce qui pourrait être significatif, si on regarde l'élection sous cet angle-là, Hélène, c'est on voit que le vote latino est revenu chez les démocrates.
en New Jersey, en Virginie, à New York. Ça irait plutôt dans ce sens-là. Et puis le seul fait que le jugement sur l'économie soit très négatif, je veux dire, c'est pas forcément un débat sur l'état des libertés publiques et sur l'état de droit aux États-Unis, non. C'est avant tout un débat sur l'état de l'économie, les élections. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une critique de Trump, bien sûr, et c'est bien comme ça que les républicains l'ont interprété, c'est une critique de Trump. Le cas de New York est très spécifique. Je pense qu'on ne peut pas tirer de leçon nationale de l'élection de Mamdani. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en juin? Il y a des élections primaires dans le camp démocrate. Et la vedette du Parti démocrate, c'est une famille là-bas. Moi, j'ai connu le père de Mario Cuomo. J'ai connu qui était un des leaders et des plus talentueux lorsqu'il était gouverneur de New York dans les années 80-90. C'était un des plus talentueux. Il a d'ailleurs hésité longtemps avant d'être candidat à la présidence de la République. Un jour c'était oui, un jour c'était non, et on l'appelait le Hamlet des élections. Et donc il était très très brillant. C'était véritablement, mais à New York, et encore un peu au-delà sur la côte Est. Mais la culture politique de New York est tellement spécifique, notamment cette culture-là, italo-américaine, elle est tellement spécifique qu'elle ne s'exporte pas dans les autres États des États-Unis. Et c'est pas seulement Manhattan, l'État de New York qui s'étire, il va très haut, il monte presque jusqu'à la frontière canadienne. Et vous savez, la capitale est beaucoup plus loin, elle est à Albany. Donc c'est une culture très très spécifique. Son fils, donc Andrew Cuomo, naturellement démocrate, parce qu'on ne peut être que démocrate à New York, naturellement démocrate, a été un bon gouverneur aussi, et c'est une personnalité nationale. Lui aussi a pensé à se présenter aux élections. Mais ce côté dynastique, ce côté famille italo-américaine, lié à toutes les branches les plus diverses du big business, et du business en général, que ce soit à New York ou dans le New Jersey, ça, les électeurs ont dit non. Les électeurs, les jeunes, ont dit non. Et d'ailleurs, sa première déclaration à Mamdani, ça n'était pas pour dire on a battu Trump, non. Il a dit j'ai vaincu une dynastie, c'est-à-dire j'ai vaincu une dynastie démocrate, j'ai vaincu la dynastie Cuomo. C'est ça ses premières phrases. J'ai vaincu cette manière de faire de la politique aux États-Unis, chez les démocrates, main dans la main avec le big business. Bon, et je vous passe aussi des traditions politiques assez spécifiques sur l'attribution des marchés publics dans la région. Donc c'est ça qui a été rejeté plutôt par un électorat jeune, incroyablement mobilisés. Jamais les jeunes Américains n'ont été aussi nombreux à aller voter. Et naturellement, sa personnalité est très polarisante, puisqu'il a quand même fondé, quand il était à l'université, et il s'en dégage à peine, il a quand même fondé un parti proche des frères musulmans, c'est-à-dire du Hamas. C'est pas chez lui que vous allez trouver très fortement représenté le mouvement LGBT new-yorkais. C'est pas le genre. Hein. Et donc, il a eu beaucoup de mal à condamner le 7 octobre. Du bout des lèvres, j'entends. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Il a eu énormément de mal à condamner. Ce qui correspond d'ailleurs à une évolution de l'opinion des jeunes Américains qui considèrent que leur gouvernement et leur pays est toujours systématiquement du côté d'Israël. Donc en ce sens, vous pouvez peut-être tirer une leçon nationale, peut-être. C'est un reflet d'une partie c'est un reflet, absolument. C'est un reflet d'une évolution de l'électorat. Mais par ailleurs, je n'en ferai pas le portrait d'un progressiste à l'européenne. C'est quelque chose d'assez spécifique, là encore. Son programme a été une critique de la situation économique à New York, naturellement, mais son programme a été sensiblement le même que celui de Cuomo, sauf sur un point clé, la gratuité. Gratuité des transports publics, je ne sais pas si vous voyez, mais gratuité des transports publics dans l'immensité de l'agglomération de la Grande Pomme, c'est pas seulement à Manhattan, c'est tout le Bronx, tout le Queens, qui s'en va loin aussi, et Brooklyn, ça va coûter assez cher. Bon, et la gratuité des crèches aussi, ça va coûter probablement assez cher. Mais là-dessus, il se distingue d'Andrew Cuomo. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des démocrates ont quitté Cuomo. Une partie des républicains ont voté Cuomo, qui a été soutenu par Donald Trump. Soutien embarrassant, mais qu'il n'a pas rejeté.
Donc c'est un profil très particulier, c'est une bataille à l'intérieur du Parti démocrate, c'est une évolution sans doute de l'électorat des jeunes, en tout cas au minimum d'une ville universitaire comme New York, universitaire, artiste, etc., etc. Mais de là à en tirer véritablement un enseignement national, non, encore une fois, je serais très très prudent là-dessus, et je pense que de ce point de vue, les 2 victoires de poste de gouverneur plus représentative. Voilà, plus représentative. Et puis si jamais vous voulez être candidat à la présidence des États-Unis, il vaut mieux avoir été gouverneur que maire de New York. Tirant la leçon de ce scrutin, Donald Trump a une nouveau brillé de 1000 feux, puisqu'il a dit, au fond, en s'adressant aux New-Yorkais, vous aviez le choix entre un voyou et un communiste, vous avez choisi un communiste. Donc c'est pour dire l'estime qu'il porte à quelqu'un que par ailleurs il a soutenu, c'est-à-dire Cuomo, qui a été soutenu pendant la campagne électorale par Donald Trump. Et par ailleurs, il est quand même new-yorkais, Trump, par son business, par héritage, puisque son père était... Par la naissance. Exactement, puisque son père était lui-même promoteur immobilier, qu'il a poursuivi dans ce sens, avec des liens aussi foireux qu'on peut l'imaginer, notamment du côté d'Atlantic City. Donc d'une certaine façon, il représente ce qui était l'ennemi de Mamdani, c'est-à-dire cette oligarchie new-yorkaise. Et donc il faut tenir compte aussi de cela. Et ce qui est intéressant, et qui peut être aussi un élément des futures campagnes des démocrates, nationales des démocrates, même si le programme de Mamdani est évidemment exclusivement new-yorkais. C'est quand même l'idée qu'il faut qu'on ait des conditions de vie, on soit dans des situations, dans des villes qui soient affordable, comme disent les Anglais. Je ne sais pas comment le traduire. C'est un élément clé de cette campagne. Je ne sais pas comment le traduire exactement. Oui, abordable. C'est-à-dire qu'il faut que les services publics le soient, donc il faut que les services publics soient réhabilités et deviennent abordables, il faut que le logement devienne abordable, il faut que ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est un terrain qui sera nécessairement au cœur des futures campagnes démocrates et qui a été testé grandeur nature à New York par celui qui a gagné sur ce terrain-là, qui n'est pas un terrain du tout idéologique, qui est un terrain vraiment concret, qui touche aux conditions de vie. Et qui peut être un terrain d'entente entre les différentes factions du Parti démocrate, puisque qu'on soit radical comme Mamdani ou modéré comme Abigail Spanberger ou Mikey Sherrill, on peut se rejoindre sur le fait de pouvoir se loger quand on est une famille et faire garder ses enfants et avoir un revenu de vie décent. En même temps, on n'est pas du tout encore dans une perspective présidentielle et donc on ne sait pas quelle personnalité pourra incarner cette éventuelle renaissance du Parti démocrate. On n'en est pas là. Un dernier scrutin que je vous propose de commenter, c'est celui en Californie de cette mesure de redécoupage électoral qui devient favorable aux démocrates. Ça a l'air un peu technique, ça l'est certainement, mais c'est un enjeu de taille à l'échelle nationale parce que les majorités parlementaires, après, se jouent à quelques sièges près, Alain Frachon. Exactement. Elle se joue à quelques sièges près, et donc un des grands éléments de la compétition politique, de la compétition électorale aux États-Unis, c'est le découpage des circonscriptions. Alors ça se passe comme ça. Si vous êtes un État, je crois qu'il y a 13 États démocrates peut-être dans cette situation, et une vingtaine d'États républicains dans cette situation. Si le gouverneur... Parce que vous savez, au niveau de chaque État, on reproduit sensiblement les structures fédérales. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque État, vous avez le gouverneur. D'ailleurs, souvent, l'endroit où il habite s'appelle aussi la Maison-Blanche. Le gouverneur, vous avez 2 chambres, une chambre haute et une chambre basse. Et puis, vous avez une Cour suprême. Et même, dans certains États aussi, une représentation de la Banque centrale. Donc ça marche comme ça. C'est un décalque un peu des institutions au niveau fédéral. Lorsque dans un État, le gouverneur, la majorité à la Chambre des représentants et la majorité au Sénat local sont du même parti, c'est eux qui ont la main sur le découpage électoral. Inutile de vous dire qu'ils découpent des circonscriptions de manière à ce que ça favorise ce parti. C'est-à-dire, dans le cas du Parti républicain, on élimine toutes les minorités ethniques, on découpe des circonscriptions où il n'y a que des blancs, et c'est ainsi qu'on assoit une permanence et un certain nombre de sièges qui sont systématiquement acquis au Parti républicain. Même chose côté démocrate. Là, Trump est en train d'essayer de redécouper de manière outrancière les circonscriptions dans les États qui peuvent balancer et faire que, à la prochaine élection de mi-mandat, qui est une élection nationale, puisqu'on renouvelle toute la Chambre, les républicains conservent leur majorité. Ce faisant, il a suscité une réaction immédiate en Californie, du gouverneur de Californie,
Gavin Newsom, démocrate, et personnalité nationale du Parti démocrate, parce que c'est sans doute le démocrate qui, sur la scène politique, au jour le jour, s'oppose le plus à Donald Trump. Lui, il a dit, si vous faites ça, nous, on va faire pareil aussi, on va se donner encore plus d'amplitude et de marge dans la possibilité du redécoupage des circonscriptions chez nous. Inutile de vous dire qu'en Californie, ce sont les démocrates qui ont la majorité, au gouvernorat, à la Chambre et au Sénat local. Et donc, il est en train de faire la même chose. Il a fait une proposition de loi qui était soumise à référendum, donc cette semaine, et qu'il a emporté très, 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 très largement. Donc, c'est important parce que c'est une manière de dire, vous pouvez pas jouer avec ça. Vous pouvez pas jouer éternellement avec le découpage électoral parce que nous, on va vous faire la même chose. Ce qui explique d'ailleurs, d'une certaine manière, que pour qu'il y ait un changement de majorité dans cette fameuse Chambre des représentants, mais c'est vrai aussi pour le Sénat, il faut un virage, un déplacement électoral particulièrement puissant et particulièrement fort. Sinon, ces deux chambres sont en général composées des mêmes gens pendant très longtemps, parce que c'est très dur de les chasser de leur circonscription, parce que leur circonscription a été taillée pour qu'il n'y ait qu'un seul parti et que ce parti l'emporte. On appelle ça, cette bataille sur le découpage, on appelle ça d'un mot que, quand on s'intéresse à la politique américaine, on rencontre tout de suite, ça s'appelle le gerrymandering. Ça veut dire découper les circonscriptions en votre faveur. Ils savent faire ça dans les deux partis. Et vu de France, ça nous paraît assez surprenant quand même, cette pratique. Oui, il y a des découpages en France. Il y a des découpages. Il y avait des artistes du découpage. Je songe à Charles Pasqua, mais qui avait aussi l'art et la manière de faire des découpages intelligents. C'est-à-dire, ça n'était pas tout d'un bord. On préservait des circonscriptions pour des leaders. On préservait un certain équilibre. Non, c'est une science intéressante. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LMDS. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.